Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. La justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. On a les marques de matraque partout. Bon, ben révolte. Ils se mobilisent depuis ce matin. Sire, ouvrez, on en a gros. je veux une police au relax. Votre dit relax. Les policiers attendent une réponse de nos gouvernements, mais pas que. C'est la psychosomatique de la Police, menottes. Franchement, je suis assez grand pour me protéger tout seul. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Peut-être passez-vous à table, il est midi, en ce mercredi 28 janvier 2026. À côté de moi, il y a Maude qui veille au grain. Elle veille au grain, Maude, et le grain va être bien moulu. Face à moi, il pète la forme aujourd'hui, Julien Delmas. L'émission va être tonitruante. Et puis là, niché derrière une console, Emmanuel Galasso qui guette vos appels. Il va les trier parce qu'il y a beaucoup d'appels qui arrivent et il ne nous envoie que les meilleurs intervenants. Et le problème, c'est que tous les auditeurs de Sud Radio sont de formidables intervenants. Ils posent des questions pertinentes et ils font des observations toujours judicieuses. On a l'élite des auditeurs. Et souvent courageuses. Alors, la police française peut-elle encore compter sur la République pour se faire respecter? Alors, sans basculer dans les extrêmes des forces de l'ordre américaines, dont on a vu aujourd'hui, ces jours-ci, quelques tragédies, est-ce que nos flics vont enfin inspirer la crainte aux voyous avec le concours de la classe politique? Nous recevrons l'avis de Grégory Joron, secrétaire général de l'unité SGP Police Force Ouvrière, qui nous dira ses états d'âme sur cette question épineuse et ancienne. Adieu les ZFE, point d'interrogation. Le moteur thermique en roue libre, après la tergiversation du gouvernement qui reporte le vote sur les zones à faible émission. On a l'impression que c'est Sébastien Lecornu qui pour l'instant est en zone de faible émission. La poussière sous le tapis. Visiblement, on veut pas aborder les problèmes qui fâchent. Et nous en discuterons. Nous essayons d'y voir plus clair avec Éric Michoud, député de Saône et Loire. Il y a un vrai débat là dans le monde parlementaire sur les ZFE. Est-ce qu'il faut ou pas? Les Allemands nous ont donné des consignes. Finalement, tout ça est contradictoire. C'est un petit peu flou. On va y voir plus clair avec Éric Richoux. Nous recevrons Harold Cobert, qui est un enseignant, auteur de Voix de prof, qui raconte et qui nous explique. Et si je pose la question. Et si l'école privée était la véritable école de la République, avec le délitement du service public? On se souvient des hussards noirs c'est peut-être les hussards noirs sont peut-être aujourd'hui dans l'école privée et plus dans l'école publique où on peut quelquefois laisser libre cours à des croyances et des idéologies occultes et malsaines. Renaissance, justement, on aimerait bien que ça soit Renaissance. Renaissance va changer de nom pour devenir la nouvelle République. Le vieux monde qui jette le masque croit que l'habit fait le moine. Monsieur Attal, on va lui dire que c'est pas le bon chemin. Face au chantage de Trump, la Commission européenne refuse de réserver aux fournisseurs cloud européens une certification, pourtant reconnue dans 27 pays de l'Union. On va décrypter cette anomalie. Une fois de plus, on se couche devant les Américains. On apprend que le français moyen, et on en discutait chez Valérie Expert tout à l'heure, le français moyen est désormais moins riche, donc plus pauvre que ses voisins européens. Voilà, une statistique de l'INSEE révèle que le PIB par habitant de la France a été inférieur en 2024 depuis 3 ans à d'autres pays, et que pour s'enrichir, il faudra peut-être aller en Pologne ou au Portugal. On s'en réjouit. Ma chère Maude, vous allez nous parler de cette classe premium SNCF. Plus. La SFT devient de... Mais avec moins d'enfants. Et la SNCF déraille, vous croyez que Monsieur Castex, voilà. Et puis au Havre de Paix, ce grand port maritime normand dont le maire est Monsieur Édouard Philippe, eh bien, la France Insoumise voulait proposer le rappeur Médine, mais je crois que... Oui, c'est heureusement passé à la trappe. Voilà le menu du jour. Je ne sais pas si vous êtes à table, mais j'espère que votre téléphone est pas loin de vous, et vous nous appelez au 0826 300 300. Comme je vous dis, Monsieur Galasso attend votre appel avec impatience. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Je suis très honoré de l'audience que vient de m'accorder Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, qui prouve sa volonté de dialogue de l'Algérie. Certains ne veulent pas qu'elle réalise des projets d'excellence, comme elle est en train de le faire.
Écoutez, lorsque nous avons entendu cette voix, qui est celle de Ségolène Royal, ce matin dans la rédaction, évidemment, nous avons décidé de traiter ce sujet. J'en fais aujourd'hui mon humeur. Je vous jure, et je suis allé voir les autorités compétentes pour m'assurer que c'était pas une fake ou une blague ou un montage. Vous savez, aujourd'hui, avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, on peut vous inventer n'importe quoi. Or, ce qui est extraordinaire avec Ségolène Royal, c'est qu'on n'a pas besoin de ChatGPT et de l'intelligence artificielle pour inventer n'importe quoi. Elle le fait elle-même. Elle parle en direct, il faut voir la scène, hein. Elle parle en direct d'Alger, elle vient de rencontrer le président Tebboune, elle est à un pupitre où il y a marqué, voilà, en lettres arabes, l'objet de la rencontre, son statut, et elle explique que l'Algérie est un pays qui a droit à sa souveraineté nationale, qu'il est temps que les autorités françaises reconnaissent et respectent la souveraineté nationale de l'Algérie, qui est un pays qui est dans le progrès, et que le président Tebboune est à l'écoute, est quelqu'un de tolérant. Enfin, on tombe des nues. Hier, on avait le selfie de Madame Hidalgo se rendant en avion tout sourire à Auschwitz, comme si elle allait voir à Disneyland avec son staff. Et là, je parle pour des anciennes responsables socialistes. Enfin, Madame Hidalgo est toujours au Parti socialiste. Ségolène Royal a été la candidate du Parti socialiste en 2007, et elle parle d'Alger. Je me souviens de Georges Marchais qui, depuis Moscou, expliquait que le bilan de l'Union soviétique était globalement positif, hein, malgré les millions de morts du goulag. Et là, nous avons une responsable de la gauche française, alors que nous avons un compatriote, Monsieur Glaise, qui est en prison. Elle ne dit pas un mot sur lui, et elle vante les mérites et les vertus du régime algérien. Il ne s'agit pas de les insulter non plus, mais peut-être qu'elle aurait pu attendre de revenir en France en disant peut-être qu'il y a un malentendu qu'il faut dissiper, mais proclamer depuis Alger que l'Algérie est exemplaire et que la France se comporte mal avec elle, je ne trouve qu'une explication, c'est qu'elle va se présenter, donc là on a une déclaration de candidature à la présidence de la République, elle va se présenter à la candidature suprême, et je pense qu'elle a besoin probablement des fonds algériens pour payer sa campagne, et elle est allée chercher l'argent à Alger, et elle soit c'est une demande au gouvernement algérien de soutien, soit elle remercie les autorités algériennes de s'impliquer dans sa campagne. C'est une hypothèse, hein, je n'en ai aucune preuve, enfin, pour qu'elle en arrive là, j'espère qu'il y a une hypothèse recevable, hein. Oui, mais j'espère qu'au moins c'est ça, vous voyez, parce que si en plus c'est même pas pour ça, Ségolène, on a envie de lui dire, je vais la tutoyer, est-ce que t'as fumé du motet du Poitou, qui est un excellent fromage, mais visiblement il y a une dérive intellectuelle, verbale, assez pire que la bravitude sur la muraille de Chine. Voilà, donc Madame Royal est heureuse à Alger, et allons tous en Algérie. Non. Non. Mais ça se demandait. On est bien sur le radio. Les policiers peuvent-ils encore vraiment compter sur les politiques ? On en parle dans un tout petit instant avec Grégory Joron, secrétaire général du syndicat de police Unité. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Les policiers peuvent-ils encore vraiment compter sur les politiques pour limiter la surcharge administrative, alléger les innombrables réglementations et barrières juridiques qui les empêchent parfois d'exercer sereinement et efficacement leur métier, à commencer par la présomption de légitime défense qui devait être discutée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Mais faute de temps, l'adoption de ce texte est passée à la trappe. On en parle aujourd'hui avec le secrétaire général du syndicat de police Unité, Grégory Joron, Bonjour. Bonjour Grégory Joron. Bonjour, merci d'être sur Sud Radio. Je voulais vous avoir aujourd'hui, Grégory Joron, pour deux phénomènes. Voilà, il y a ce problème de légitime défense qui devrait permettre aux policiers de pouvoir accomplir leurs devoirs sans être menacés d'avoir immédiatement l'IGS qui vient s'assurer qu'ils ont fait leur travail de fonctionnaire. Ça, c'est un vrai débat. Et puis, nous avons aux États-Unis l'ICE avec deux tragédies. Et pourtant, des voix en France, alors Arnaud Klarsfeld, qui dit il faut faire une larafle. Carrément, il a des ennuis d'ailleurs au Conseil d'État à cause de cela. Mais des voix en France disent, sans aller jusqu'à l'extrémité des États-Unis,
Est-ce qu'une police efficace n'est pas une police qui est respectée? Et pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit crainte. Je me souviens de Laurent Nunez, quand il était préfet de police en 2023. La police n'est pas au-dessus des lois, d'accord, mais elle n'est pas au-dessous des lois non plus. Alors, est-ce que vous pensez, Grégory Joron, vous êtes confronté à cette réalité, on vous a entendu souvent partout sur les ondes et les plateaux télé, voilà, signaler qu'il y avait quand même une disparité, une iniquité de la police française par rapport à d'autres. Est-ce que vous croyez encore dans le pouvoir politique et la résolution gouvernementale pour que la police française puisse faire son travail correctement et faire respecter les lois de la République? Il reste débat, j'ai 3 heures, j'espère. Vous avez 3 jours. Non, mais vous reviendrez. Bon, alors oui, très clairement, si on est syndicaliste, on a, je crois, encore un peu d'espoir. Autrement, on pose les valises, on arrête tout. Donc on essaye en tout cas nous de passer des messages forts et d'être assez cohérent. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans vos propos liminaires, dans votre question. Moi, je dis attention aux parallèles et aux comparaisons. Tout de suite, évidemment, on a des responsables politiques qui emportent et qui comparent souvent la police américaine avec la police française, notamment la France insoumise qui fait des parallèles qui sont à mon sens complètement absurdes. Je donne simplement un chiffre et après je passe sur le fond, c'est-à-dire notre difficulté potentiellement au quotidien quand on est policier, en tout cas celui de mes collègues. Sur la police américaine, la police française est sous le prisme de la présomption de légitime défense et sur le nombre de morts, parce que c'est souvent le sujet qui est abordé. Je rappelle juste des faits qui sont à mon avis incontournables. La police américaine, c'est 1000 morts par an. La police française, dans une action de police, la police française, c'est entre 77 et 2022, soit durant 45 ans, 861 morts. Donc je crois qu'il faut être un peu sérieux et comparer ce qui est comparable. Je ne crois pas qu'on devienne une police américaine et je crois qu'on a une police justement républicaine et qu'il faut être conscient de ça et surtout la renforcer et lui donner les bons outils. Aujourd'hui, ce qui se passe quand on parle de présomption de légitime défense, je pense que les mots sont importants. Encore plus en termes de droit, puisque chaque mot est pesé et a un sens. Nous, on est historiquement pas favorable à aller sur une présomption de légitime défense. Par contre, on porte également la présomption d'usage légitime de l'arme. Pourquoi ? Je ne vais pas faire de cours de droit. J'en ai pas ni la capacité, ni l'expertise, mais pour autant, on a un peu bossé dessus. On a surtout écouté les autres dans une table ronde, parce qu'on travaille un peu sur le fond. Et aujourd'hui, on est nous persuadés que cet article de 2017 du 435.1 du Code de sécurité intérieure, qui est venu apporter une notion nouvelle d'encadrement d'usage des armes des policiers, n'a pas été assez précisé. Et malheureusement, depuis lors, d'expérience, c'est le terrain qui nous le dit, quand un policier use de son arme alors qu'il est couvert par la permission de la loi au travers de l'article 122.4 du Code pénal, malheureusement, il est souvent, trop souvent, et c'est ce qu'on déplore, considéré a priori comme suspect. Et c'est, je pense, de ça dont il faut parler, sans mélanger des genres, parce que quand on parle de légitime défense, c'est un article général qui s'applique autant à vous qu'à moi, et qui malheureusement n'est pas le bon socle pour parler d'action policière. Encore moins bon aujourd'hui quand on a un cadre d'usage d'armes qui est prévu par la loi et qui a, au travers du Code de sécurité intérieure, autant de force qu'un article du Code pénal. Donc je pense que ça, c'est pour poser le débat. Attention, nous, on est attachés à faire avancer cette question d'usage des armes et à encadrer l'action de nos collègues, parce que trop souvent, malheureusement, je vous le dis, ils sont a priori suspects. Mais attention de pas brouiller le message. Techniquement, on est, en tout cas pour nous, plus sur la légitime défense. Grégory Joron, merci pour ces précisions. Vous êtes très clair sur l'aspect, j'allais dire, juridique et législatif de ce qui existe aujourd'hui comme arsenal pour que la police exerce sa mission. Pour autant, beaucoup de vos collègues et de vos confrères disent, chaque fois qu'on va avoir besoin de se défendre ou d'user notre arme pour appliquer les lois de la République, on a l'œil de Caïn, c'est pas l'œil de Caïn, c'est l'œil de l'IGS. Est-ce que je suis dans le seuil où je vais avoir une rétorsion immédiate? Donc, certains policiers disent, je suis pas passé à l'acte et j'ai laissé faire parce que je me doutais qu'il pouvait y avoir un dérapage, qu'on peut être filmé et qu'immédiatement il y a une espèce d'emballement avec la France insoumise qui est là pour prouver que la police tue. Vous êtes tous des assassins potentiels, la police française, quand on écoute certains élus de la France insoumise, et on vous sent au sens propre comme au sens figuré, on vous sent désarmé. La multiplication des refus d'obtempérer, c'est bien la preuve que les voyous ont plus peur. Et je vais pas multiplier les cas et les exemples, enfin vous savez bien. Est-ce qu'à un moment donné vous avez, vous, les moyens de taper sur la table? Imaginez que vous disiez un jour, on laisse tomber.
on peut pas exercer d'autres métiers, eh ben on le ferait plus. Vous vous rendez compte la panique dans le pays? Est-ce que on peut encore compter sur la police? Et je vous dis que les régimes républicains qui ont abandonné leur police, ce fut le cas de la 4e République, sont tombés. Vous êtes le soutien de l'institution républicaine. Est-ce que vous sentez quand même que ce gouvernement n'a pas le courage politique pour vous soutenir là où vous avez besoin d'un soutien? Alors c'est assez paradoxal en fait, parce que je crois que les différents ministres, notamment les quelques derniers qui se sont enchaînés au sein de la place Beauvau, n'en ont pas mis beaucoup à côté sur la question. Je parle au moins du soutien affiché dans l'hémicycle face à des attaques en effet d'une certaine partie de l'hémicycle souvent la même, ou dans l'expression médiatique ou dans le soutien apporté à nos collègues dans des situations parfaitement compliquées. On a, je crois, des ministres de l'Intérieur qui s'expriment plutôt clairement sur le sujet. Je vous dis que c'est paradoxal parce que de l'autre côté, on a une autre difficulté qui est souvent l'expression présidentielle. Et là, il y a quand même un gap qu'il faut noter. Je reviens sur des vieilles affaires, mais quand même qui ont été douloureuses, et c'est pas un mauvais jeu de mots, pardon, pour l'ensemble de la corporation. L'affaire Théo avec François Hollande qui vient s'asseoir au chevet de Théo. L'affaire Naël avec un président de la République qui, dans sa première expression, exprime tout de suite que c'est de mémoire inexplicable et inexcusable. Avant même le début de l'enquête. Et une minute de silence à l'Assemblée. Une minute de silence à l'Assemblée. Donc si vous voulez, c'est pour ça que c'est paradoxal, c'est qu'on a d'un côté, je crois, des gens place Beauvau à qui je ne ferai pas de procès d'intention et qui fondamentalement sont convaincus de la bonne place du policier dans la société et de sa bonne action. Et malheureusement, au-delà, souvent un peu de politique, voire même beaucoup de politique et de godillage qui en effet ne font pas du bien, très clairement. Et ensuite, il y a le sujet de fond, parce que c'est moi ce qui m'intéresse. Là, on est dans la communication et malheureusement le pouvoir politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la capacité de nos politiques à ne pas faire du sujet de sécurité une variable d'ajustement, notamment en termes budgétaires. On voit dès lors que dès que ça se tend sur ces sujets-là, malheureusement, la police, comme n'importe quel autre ministère, fait l'objet de coupes budgétaires et on est traité. Je vais vous le dire de manière assez pragmatique avec un exemple assez précis. Dès lors qu'on manque de pognon, et c'est le cas dans notre pays, mais qu'on sait que le sujet de sécurité est important, on en paye les prix comme n'importe quel autre ministère. Un exemple simple. Le plan de renouvellement automobile, c'est quand même assez important que les policiers puissent être véhiculés dans de bonnes conditions pour pouvoir patrouiller et intervenir. Eh bien, pendant 2 ans, 2024-2025, notre plan de renouvellement automobile a été complètement gelé parce que coupe budgétaire. On parle de formation, on sait toute l'importance de la formation dans la police nationale qui doit être bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur la formation continue. Dès lors qu'il y a des problèmes budgétaires, le premier pan qui tombe dans la police nationale en dehors du budget, c'est le budget de formation, où on dit aux collègues, si vous voulez vous former, eh ben vous allez payer votre trajet, payer votre hôtel, payer votre nourriture. En fait, vous allez payer de votre poche pour être entretenu au niveau de votre qualification professionnelle ou pouvoir améliorer vos compétences. Donc en fait, moi, mon vrai sujet, c'est que nos politiques ne sont pas constants sur cette question-là et que, suivant le contexte, on n'est pas malheureusement les reins assez solides pour garantir un effort soutenu à l'endroit du ministère de l'Intérieur. Pour autant, Grégory Joron, c'est vrai, j'ai connu des policiers qui me disaient on va faire les photocopies chez l'assureur parce que la photocopieuse est en panne, on ne peut pas la réparer. Ouais. Et des gendarmes qui m'ont dit on est allé quémander une ramette de papier parce qu'on pouvait pas on n'avait pas de budget pour la remplacer. Enfin bon, ça c'est vraiment des situations de pays du quart monde et il s'agit de la police de la République française. Est-ce que vous ne constatez pas, vous conviendrez Grégory Joron, que les Français, au vu de cette déliquescence et de ce manque de courage, vont peut-être se tourner, il y a un impact politique électoral. Les Français, majoritairement, vont se tourner vers des partis politiques qui, eux, promettent que la police pourra exercer sa responsabilité en toute sécurité avec le soutien des institutions et de l'État. Il y a quand même une incidence politique. Voilà. Ça, la classe actuelle le sait. Peut-être M. Darmanin était un peu plus courageux que d'autres. On a connu Chevènement, on a connu Jox, qui étaient des ministres proches de leurs policiers qui étaient appréciés. Il y a ceux ensuite qui étaient totalement politiques. Mais enfin, il y aura une incidence politique, Grégory Joron. C'est indéniable. C'est indéniable parce que, alors, vous rappelez des grands noms de l'intérieur. Et c'était l'époque qui conduisait aussi l'action. Aujourd'hui, notre réalité, c'est qu'on a changé de monde depuis 2015.
les attentats. Je veux dire, on a pris de plein fouet le risque terroriste et on a compris le danger dans lequel on était plongé, qui est encore aujourd'hui extrêmement prégnant. 2, on a une pression migratoire qui n'est pas comparable à ce qu'on pouvait vivre il y a 20 ans et qui fait aussi partie des enjeux de sécurité. 3, on a un narcotrafic qui a complètement explosé. Vous le savez, il y a qu'à lire les rapports officiels de l'OFAST pour comprendre que 9 villes sur 10 sont gangrénées par le trafic de stupéfiants et qu'on sait aujourd'hui que c'est une menace pour l'État, c'est factuel et c'est documenté. Et on a en plus une expression sociale qui est redevenue après 10 ou 15 ans de calme, plutôt brutale, plutôt frontale et plutôt conséquente. Donc en fait, et d'où nous, policiers, notre réalité, c'est qu'on doit faire face à tous ces sujets-là, vous l'avez compris, bien plus importants qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans, avec, accrochez-vous bien, mais j'imagine que je vais rien vous apprendre, exactement le même nombre d'effectifs. Bon. Je crois que l'effet ciseau, il se tient là. Je crois, avec toute la bonne volonté de mes collègues, et vous l'avez souligné, je vous en remercie, parce que je me demande encore, moi, comment ils gardent le moral pour aller prendre leur service tous les jours et toutes les nuits. Bien sûr, on pense à eux. Voilà. Grégory Juron, très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes, je suis désolée, les syndicats Alliance Police et Synergie Officiers appellent à manifester très largement dans toute la France samedi. Est-ce que Unité Police y sera à ces manifestations ? Non. Non, parce que simplement, au-delà même de nos divergences, je note que le bloc syndical, qui est composé de 13 syndicats, ne répond pas à leur appel, donc même on va dire leur colistier n'est pas à leur côté. Donc nous qui ne sommes pas dans le bloc syndical, on a encore moins de raisons de l'être. Et je vais vous dire, je pense qu'à 6 semaines des municipales, ça me semble extrêmement politique. Et moi, mon boulot de syndicaliste, c'est de faire passer des idéaux politiques et pas l'inverse. Et donc on va rester à notre place de syndicaliste et œuvrer au quotidien pour améliorer les conditions de travail de nos collègues. Merci Grégory Juron. Vous avez compris qu'on va vous rappeler. La conversation n'est pas terminée et le sujet, à mon avis, est inépuisable. Merci, bonne journée, à très bientôt. Les ZFE seront-ils un jour supprimés ? On en parle dans un tout petit instant avec le député UDER de Saône-et-Loire, Éric Michou, juste après les perles. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Quitte à faire genre exotique, vous auriez pu changer votre prénom aussi. Miguel Mortes. Ça sonne bien, ça. Le changement, c'est maintenant pour le parti présidentiel Renaissance qui va encore changer de nom. Oui, vous étiez jeune, Maud, en 2016. C'était En Marche. Jeune. Et puis ensuite, c'était La République En Marche. Ensuite, c'était Renaissance, et maintenant, on va en venir à la Nouvelle République. Quand on change d'étiquette comme ça, c'est que le produit est pas convaincant. Je veux pas dire qu'il est faisandé, mais s'ils veulent être crédibles, puisqu'il paraît qu'il représentait le nouveau monde par rapport au vieux monde, on se rend compte qu'en fait, c'était un masque, c'était le vieux monde qui essayait de se préserver avec Emmanuel Macron, et maintenant, on va à la Nouvelle République. Alors, c'est le titre d'un quotidien régional très connu, très ancien, la Nouvelle République du Centre-Ouest, dont le siège est à Tours, évidemment, qui s'étonne qu'on lui plagie son titre. La Nouvelle République, laquelle Nouvelle République? C'est Monsieur Attal qui veut Nouvelle République, donc il propose une 6e République. Non, mais alors, c'est bon. Non, mais il y a certainement des conseillers en communication, et je vous jure que s'ils prennent les pieds nickelés, ils feront plus de voix que s'ils mettent la Nouvelle République, parce que s'il y a un parti qui a laissé la République plus faible, qui va la laisser plus faible en 2027, qui ne l'a trouvée en 2017, 10 ans après, c'est bien ce parti-là. Alors je conseille à Gabriel Attal de consulter tous les spécialistes des formules qui mettent un truc de Père Noël avec un nez rouge, enfin ce qu'il veut, mais la Nouvelle République, non, qui laisse la République en paix. Je pense qu'ils lui ont fait assez de mal pour l'instant, sans plus pouvoir s'en prévaloir avec le mot nouvelle, alors que tout ça sent un peu le périmé. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Le français moyen est désormais moins riche que son voisin européen. C'est l'INSEE qui le révèle, Péricot. C'est la phrase favorite de mon fils aîné. Quand il était gamin, il venait de voir le film La Folie des Grandeurs, et un jour en pleine rue, il dit à mon épouse, maman, les riches, c'est fait pour être très riche. Je vous raconte pas la tête des gens qui étaient autour. Quelle éducation. Quelle éducation. Eh bien oui, l'INSEE révèle que depuis 3 ans,
le revenu, voilà, les Français moyens, le revenu moyen des Français désormais, qui sont donc moins riches, donc ils sont plus pauvres. Le Français moyen est plus pauvre que la moyenne des pays européens. Voilà, il n'y a plus que la Pologne peut-être et le Portugal qui est derrière nous, mais ils nous rattrapent. Les Allemands et les Danois ont pris carrément des devants depuis 75, depuis qu'il y a cette étude. C'est un signal de l'appauvrissement de la France. On a cherché à comprendre pourquoi, parce que vous savez qu'on est un pays à forte productivité et que cette productivité jusqu'à présent permettait de compenser les carences de notre société, de notre économie. Première cause, l'effondrement du niveau professionnel, du niveau scolaire. Oui, c'est la fabrique du crétin qui appauvrit le pays. Forcément, si l'école ne fabrique plus des gens aptes à tenir le pays sur les hauteurs, sur les sommets, d'avoir des gens qui travaillent, des gens compétents, des patrons, des hommes politiques, ça s'appauvrit. Et là, aujourd'hui, on est en phase d'appauvrissement. Donc, si vous voulez vous enrichir, alors d'abord, attention, et on en parlera tout à l'heure de 13 à 14 heures, dans quelle école faut-il mettre ses enfants pour que la France reste un pays riche et que notre revenu moyen retrouve sa grandeur. Et je vais vous dire, autrefois on disait, je vais aller en Amérique, vous allez en Espagne, au Portugal et en Pologne, peut-être que vous aurez une qualité de vie et des revenus supérieurs à ce que vous avez aujourd'hui en France. Alors, la Nouvelle République, si c'est ça la Nouvelle République, merci. Maman, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus. La SNCF provoque l'indignation avec sa classe premium. Ce qui est pas bête, en fait, c'est une super première classe. Ouais. Sauf que quand j'ai vu la communication, c'est sans enfants. Vous savez, il y a des hôtels où il n'y a pas d'enfants, ça fait du bruit. Absolument. Et là, il y a des trains de la République française où on dit on y va sans les enfants. Alors, c'est la preuve qu'ils sont très mal élevés, d'accord. C'est ce qu'on disait. C'est ça. Non, mais encore. Le réarmement démographique attendra. La SNCF lance une nouvelle classe premium, la classe Optimum Plus, qui, pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, n'accepte pas les enfants. Le paradoxe, c'est que le groupe précise quand même que cet espace est ouvert aux voyageurs ayant minimum 12 ans. Alors, chacun sa conception de l'enfance, bien sûr. Une façon de dire finalement que les hurlements incessants de bambins ne sont pas les bienvenus, mais qu'un gosse de 12 ans qui chahute, ça peut se calmer. Il n'empêche que cette annonce a fait grincer les dents, à commencer par celle de Jean Castex, le tout nouveau président de la SNCF, qui a pris la parole hier lors d'un déplacement à Lille. Il s'est dit sidéré, considérant ce projet de fou et ajoutant que la SNCF est à des années-lumière des polémiques No Kids. Il a martelé que les enfants étaient évidemment les bienvenus et que la SNCF s'adapterait pour qu'ils le demeurent. Il a également rappelé qu'en 2025, 8,4 millions d'enfants ont pris le train sur le réseau SNCF. Une très forte progression par rapport à 5 ans auparavant. Ce serait quand même dommage de se priver. Eh oui. Voilà, c'est incroyable. Tout. Alors en même temps, il veut défendre l'image de ça. Alors on comprend que. Mais ceci dit, il y a des voyages insupportables parce que les parents sont incapables de faire taire leurs gosses et vraiment ça rend fou. Maud, je pourrais faire chacune de mes humeurs quotidiennes sur les enfants qui crient. Et le reste, voilà. Mais les enfants, c'est vrai. Alors, mais bon, interdire les enfants. Est-ce que même c'est éduquer les parents. Est-ce que c'est constitutionnel? Quelle est la réglementation qui permet à un transport en public de dire il y a une forme de ségrégation? Un jour, ça sera quoi? Ça sera les gros et puis les très vieux qui ronflent, vous voyez. Donc, je sais même pas si légalement. Non, mais je pense qu'il faut l'envisager très sérieusement. Il faut l'envisager très. Bonsoir les filles. Les filles. Les inégalités salariales persistent entre les hommes et les femmes. C'est une mission d'information parlementaire qui confirme. Perico, rendez-moi mon argent. Mais oui, c'est incroyable parce que c'est un combat ancien, c'est au cœur du débat politique. On se dit alors il y a une amélioration par rapport à ce que ça a été. D'abord, vous mettez à travailler les femmes alors que vous étiez au foyer pour élever les enfants si longtemps, voilà. Et aujourd'hui, heureusement que vous êtes là d'ailleurs pour travailler parce que l'homme français, je suis sûr qu'il travaille moins que la femme. Oh, allez, non. C'est Tombons gratuit. pas dans la caricature. Mais je voulais vous faire une fleur. Oui, voilà. Donc constat que les inégalités entre hommes et femmes sont peut-être en amélioration, mais l'écart reste énorme, surtout dans certaines professions, et qu'on voit bien que les mentalités n'évoluent pas, et qu'il y a encore des postes, et qu'il y a encore des patrons qui considèrent que les missions n'étant pas la même, la responsabilité n'étant pas les mêmes, et pourtant on voit des femmes dans l'armée, on voit des femmes dans la gendarmerie. Je parle des métiers à risque. On voit des femmes pompiers, on voit de très grandes chefs d'entreprise, on voit des journalistes pertinentes, et malgré tout cet écart persiste. Est-ce que c'est dû à une immobilité mentale de la classe politique française qui ne veut pas prendre, je ne sais pas si c'est l'histoire de législation, peut-être que oui, il suffit de prendre des réglementations, on fait des quotas terminés, un peu comme la parité électorale, on dit voilà, il y a un homme, une femme, et là on dit salaire égal, on n'en est pas là, donc encore un vaste programme à creuser pour notre classe politique, et j'entends que la gente féminine attend d'être à égalité.
Voilà, est-ce que les hommes vont devoir, est-ce qu'on pourrait faire un impôt en disant vous gagnez trop, on va avoir une taxe pour compenser le manque de pouvoir d'achat de certaines femmes. Ça serait un très joli sujet. Made in France, pas made in Taïwan. Quel enfer. Ça vous a coupé le souffle là, Perico. Bah oui. Bon allez, le prince de la quenelle qui appelait à crucifier les laïcards dans l'un de ses raps, ambassadeur revendiqué d'une association proche des frères musulmans, qualifiant Rachel Kahn de rescanpé, c'est drôle hein. Ouais. Eh bien c'est celui-là même qui pourrait figurer sur une liste de la France insoumise, Médine au municipal, en l'occurrence en tête de liste au Havre. Médine, maire du Havre, c'est l'intitulé d'une émission publiée en décembre dernier sur YouTube par Le Média, porte-parole de la France insoumise, dans laquelle le rappeur revenait sur sa carrière, évoquant la ville dans laquelle il est né et partageant ses positions politiques. Au premier abord, le titre fait plutôt sourire, sauf que la France insoumise aurait vraiment approché Médine Zawish pour qu'il devienne sa tête de liste au Havre, selon les informations du Point. Le rappeur aurait refusé, sans pour autant démentir ses ambitions politiques futures, c'était moins une. Alors à défaut, la France insoumise a finalement choisi Charlotte Boulogne, mais ce n'est que partie remise. C'est incroyable parce que la France insoumise ose tout. On va aborder, et l'information est sortie hier, il y aura probablement, c'est rien à voir avec Médine, hein, mais il y aura probablement des frères musulmans qui seront peut-être élus conseillers municipaux aux prochaines élections du mois de mars. Évidemment, ça inquiète les Républicains. Donc là, il y a un sujet sur lequel il faut revenir. Alors le Havre, qui est c'est la ville d'Édouard Philippe, je vous signale. Oui. Bon, enfin, écoutez, le problème se pose pas, mais quand même ça a traversé la tête des responsables de la France insoumise. La Nouvelle République, c'est le nouveau nom de Renaissance. Eh bien, la France insoumise, je ne sais pas comment elle doit changer, mais je pense que la France insoumise. Serait temps, hein. Oui, c'est pas que la France insoumise. Vous savez ce qu'on célèbre aujourd'hui, Perico? Alors c'est un anniversaire. Alors c'est pas Michel Sardou. C'est le surlendemain de la nif de Michel Sardou. Oui, mais on a quand même un anniversaire aujourd'hui. Mais c'est l'anniversaire surtout de Nicolas Sarkozy. Ah, Monsieur le Président. Happy birthday, Mr. President. Bon anniversaire. Je sais qu'il veut pas le bracelet. Il veut pas le bracelet pour son anniversaire. Alors nous n'offrirons pas un bracelet à Nicolas Sarkozy pour son anniversaire. Voilà. Allez, on change totalement de sujet. On va parler des ZFE dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Voilà, ça vous concerne. Voilà, à tout de suite, 0826 300 300 pour nous appeler en direct. Michou, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Hier, les députés ont failli faire disparaître définitivement les ZFE, ces zones à faible émission très contestées à droite comme à gauche, mais le gouvernement en a décidé autrement en décidant de changer l'ordre du jour, reportant ainsi les débats après les municipales. Pour l'heure, les ZFE restent donc toujours obligatoires. On en parle avec le député UDR de Saône-et-Loire, Éric Michou. Bonjour, monsieur le député. Bonjour Éric Michou, merci d'être en studio aujourd'hui sur Sud Radio pour débattre des tergiversations gouvernementales qui sont nombreuses. On disait à l'instant en antenne que l'effet Le Cornu est tout à fait relatif. On s'est dit, est-ce qu'il va être le sauveur de la République? Et puis avec une majorité aussi faible et une assemblée ingouvernable, on peut pas faire de miracle. Alors là, on est sur la ZFE. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que c'est la valse hésitation. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Il débraye, il redébraye, il rétro-pédale. Je sais pas trop, il faudrait qu'il lui pose la question. Je sais pas trop. En fait, c'est une véritable catastrophe. Cet arrêt des ZFE. Ça y est, on avait réussi à arrêter une ânerie de la République. Une ânerie, quelque chose qui empêchait les ruraux, on va dire, d'aller en ville. Quand on arrive en ville, pour le coup, c'était les ruraux. Et c'est pas Banavoine qui le disait. C'est le Banavoine qui le disait, c'était pas la mairie. À croire que finalement, au fond, c'était plus ou moins le même thème de gens qu'on ne voulait pas avoir en ville et que on va manifestement ne toujours pas vouloir les voir en ville. On arrive en ville, donc il fallait les empêcher. En faisant tomber les ZFE, ça permettait à tous ces ruraux de pouvoir vivre, puisqu'en réalité, 80% des ruraux vont dans des villes. Moi, j'habite la Bresse, on va à Lyon, on va à Dijon, Saône-et-Loire, exactement, parce qu'il y a besoin pour l'hôpital, il y a besoin pour le travail, il y a besoin pour les artisans. Les artisans ont leur C15, ils ont besoin d'aller en ville pour travailler, pour vivre. Et là, c'était un arrêt total. D'ailleurs, une bêtise écologique, alors phénoménale celle-là, parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors pour la promotion des voitures électriques, blabla, les voitures électriques qu'on peut d'ailleurs pas se payer.
qui sont en train de détruire l'industrie automobile française, qui est un scandale absolu, ces voitures électriques, panneaux photovoltaïques chinois, batteries chinoises, voitures chinoises. On s'est couché devant les Allemands et la Chine. On s'est roulé, je sais même pas ce qu'on est en train de faire, qui lèche les bottes des mollahs, nous on lèche les bottes de je sais pas qui dans cette histoire-là. Enfin, c'est des conneries. Et aujourd'hui, ces voitures qu'on peut pas se payer, on pouvait continuer à utiliser nos voitures thermiques. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe en ville aujourd'hui en train de s'apercevoir sur la pollution? C'est qu'il y a de la pollution aux microparticules de caoutchouc. Si on regarde aujourd'hui à Paris, où Paris serait comme une espèce de cité sans aucune pollution maintenant grâce aux voitures électriques, où d'ailleurs la pollution est déplacée, puisqu'en réalité cette pollution, on la retrouve en Allemagne à travers les grandes centrales. D'ailleurs les Allemands, ils ont fait marche arrière tout de suite. Hein. Oui. Ils ont on compris arrête que les c'était pas bêtises. leur intérêt, on arrête les bêtises. Ni sanitaire, ni industriel. Et aujourd'hui, à vouloir mettre ces grosses voitures en France, et notamment en ville, on a une autre pollution qui est bien pire. Donc, pour tout le monde, c'était le mauvais choix, c'était la mauvaise chose. Et cet État-là, qui ne veut pas avoir tort, mais c'est pas question d'avoir tort, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'ils sont quand même là pour gouverner les Français. Et on peut pas gouverner contre les Français. Ils auraient pu dire, on laisse, c'est bon, les ZFE, on arrête. Mais non, ils bloquent. Et on verra après les municipales. Éric Michaud, qui défend encore la ZFE? Les écologistes, bien entendu, mais très mollement, parce Même plus, puisqu'en fait, ils s'aperçoivent que c'est une ânerie. Au fond, ils le disent plus maintenant. Mais c'est comme ils ont défendu contre le nucléaire, commencent maintenant à devenir les champions du nucléaire. Plus personne, en fait, défend ce truc-là, parce que c'est être contre les Français. Ce sont des élus contre les Français, les députés contre les Français. Vous convenez, Éric Michaud, c'est un élément de fracture sociale, la ZFE. Dans la colère des Gilets jaunes, c'est un problème de mobilité sur le tarif, mais ça pouvait être ça aussi. On nous interdit une partie du territoire parce qu'on est pauvre et qu'on peut pas se payer la voiture qui correspond aux critères idéologiques du déplacement actuel. Voilà, c'est une loi qui avait été faite par des bobos écolos, socialos, gauchos, tout ce que vous voulez, sur l'espèce de concept complètement bidon d'une écologie punitive. Quand on parle des voitures aujourd'hui, on veut absolument dépolluer, je l'entends bien. Mais quand on retire des voitures thermiques, elles s'en vont de l'autre côté de l'Atlantique. Pour autant, vous ne niez pas qu'il y a un problème de pollution, les particules fines, l'effet de serre. Très faible. Oui, mais peut-être qu'on peut envisager un jour que le moteur thermique aura sa fin. Alors on ne sait pas quand. D'abord, l'énergie fossile, un jour, elle sera tarie, pas tout de suite. On peut peut-être repenser, voilà, le moyen de transport, on peut peut-être le repenser, mais pas de façon arbitraire, pas de façon idéologique. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Ça marche pas, et en fait, contre le peuple. Parce que de toute façon, la fin des voitures thermiques, déjà la date des 2035 c'est terminé, il y aura encore des voitures thermiques avec des carburants qui peuvent être des carburants de synthèse, des biocarburants, puisqu'aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de reportages qui ont été faits sur les biocarburants qui sont moins chers, qui sont pratiquement plus polluants. Le moteur thermique continuera à exister. Pourquoi? Parce que le monde entier ne s'électrifiera pas. Ça sera juste une partie de l'Europe. La Chine ne va pas s'électrifier complètement, l'Afrique ne va pas s'électrifier, l'Inde ne va pas s'électrifier, l'Amérique du Sud ne va pas s'électrifier. Donc ça sera des voitures avec des carburants fossiles ou de synthèse, ou alors biocarburants. Quand même, les voitures thermiques, grâce à la D-Blue et grâce aux moteurs, les nouveaux moteurs thermiques diesel, polluaient pratiquement plus, ou pratiquement pas. Moi, je suis un D-Blue et voilà, j'ai bonne conscience parce que je sais que par rapport à ce que ça a été, c'est incomparable. Mais bien sûr. Donc là, ce sont des décisions contre le peuple. Et à nouveau, ce pouvoir dit, on a fait une bêtise, mais on va continuer à la faire. Alors, vous êtes député UDR, oui. Autour d'Éric Ciotti. Oui. J'aime bien ce nom parce que quand j'étais gamin, UDR, je vous l'ai dit déjà, c'était le nom du parti gaulliste. Exactement. Union pour une défense de la République. Ouais. C'était à l'époque du général de Gaulle, enfin d'Olivier Guichard, d'Alain Perfit, de Jacques Chaban-Delmas, surtout. Et des grandes signatures. Ici, on est sur le parlons vrai. Dites-moi sincèrement pourquoi Sébastien Lecornu recule. Il aurait subi une pression. C'est pas son genre de céder aux pressions. Un peu quand même. Ou alors il fait un petit calcul électoral. On aura peut-être besoin des écolos au deuxième tour d'une présidentielle quelconque. Voilà. Alors il est toujours tout. À essayer de trouver des accords bic et bouc. Alors là, il avec sa béquille socialiste. Le gouvernement est devenu un gouvernement socialiste. Même dans leurs plus grands rêves, les socialistes n'ont jamais pensé être capables de passer un tel budget. Et pourtant, ils sont pas contents. Hein, ils continuent. Ils disent on peut peut-être encore en prendre. On va continuer à taxer. Les pseudo-riches qui sont plus là.
taxer tout le monde. Bon, les socialistes n'ont jamais réussi à un tel budget, mais c'est grâce à Monsieur Lecornu qu'ils ont réussi à faire un budget parfaitement socialiste. Là, sur le coup des municipales, il faudrait peut-être bien qu'on soit correct avec les écolos, faut qu'on leur donne quelque chose. Alors, on va faire allégeance à cette fausse écologie, même d'ailleurs les écologistes y croient plus tellement, à cette fausse écologie, on va montrer qu'on est sympathique avec eux et on va arrêter avec les ZFE. Voilà. Bon, je pense que c'est un mauvais calcul parce que les Français sont intelligents. Ils savent très bien qu'il ne s'agit pas de calculer des petits calculs de couloir qui ne trompent plus personne. On godille. Le Titanic godille. Interdire à une certaine catégorie de Français de ne pas pouvoir utiliser les véhicules dont ils ont les moyens, enfin pour lesquels ils peuvent s'offrir, et leur dire faudra s'acheter autre chose, il va y avoir un impact électoral. Ces Français-là peuvent se tourner vers des partis qui vont les protéger de ce genre de mesures. Quand on déshabille Paul, on déshabille Paul. Les Français vont aller vers ceux qui les protègent avec bon sens. C'est une loi qui n'est pas une loi de bon sens sur les ZFE. On peut comprendre la finalité philosophique de réduire la pollution. Tout le monde est d'accord pour réduire les gaz à effet de serre. Tout le monde est d'accord. C'est la manière de... Et les Français, ils iront vers ceux qui les défendent. En l'occurrence, et les emplois que l'industrie automobile thermique préserve encore. C'était le fleuron de l'industrie française. Ça veut dire prendre le risque d'affaiblir encore plus. Mais un vaste débat. Juste un mot. À tel point qu'on est en train de faire tomber l'industrie française. L'industrie automobile a été inventée en France, comme l'aéronautique, comme beaucoup de choses, fin du 19e, début du 20e. Ça va être court. L'industrie automobile est la structure, la colonne vertébrale de l'industrie. S'il n'y a plus d'industrie automobile en France, puisqu'aujourd'hui on passe en moins de 20 ans de 3 900 000 voitures que l'on produit en France à 1 300 000, ça veut dire que si on n'a plus d'industrie automobile, on n'a plus de sidérurgie. Parce que la sidérurgie, elle fonctionne grâce à 50%. Évidemment. On n'a plus d'électronique embarquée. On n'a plus. Mais si on n'a plus de sidérurgie, on n'a plus d'acier pour les canons. C'est-à-dire, d'un bout à l'autre, c'est toute l'industrie qui s'écroule. D'ailleurs, il n'existe pas de grande puissance sans une grande industrie automobile. Là, vraiment, je le dis au-delà du ZFE, il faut protéger cette industrie automobile en France, sinon on sacrifie toute l'industrie. Le PDG de Stellantis avait dit d'ailleurs, si on ne protège pas l'industrie automobile européenne et française, notamment par rapport aux Chinois, ça se paiera dans les urnes et il y aura des conséquences politiques au niveau électoral. On y va tout droit. Éric Michaud, merci d'être venu. Vous venez quand vous voulez. On a toujours du bonheur à vous écouter avec votre franc-parler et votre ferveur. Je vous dis à très bientôt. Et nous allons retrouver, on va parler d'école. On va parler d'école privée. On va recevoir Harold Cobert qui a écrit Foi de prof. C'est les profs qui ont la foi. Et on va voir avec lui si finalement la fameuse école de la République, monsieur le député, celle des hussards noirs de Jules Ferry, elle était dans les lycées du service public. Est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui dans les écoles privées? Si vous dire où on en est, mais pourvu qu'on ait un bon enseignement et qu'il n'y ait pas que des fabriques du crétin, c'est un espoir pour que la France redresse la tête et on va en discuter avec cet auteur. Merci. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Harold de Cobert y répondra avec ferveur et pertinence. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h03, peut-être êtes-vous à table, et le face-à-face d'aujourd'hui me permet de recevoir... J'en suis ému et touché parce que c'est pas un grand leader politique, c'est pas un grand économiste, mais c'est un homme qui joue un rôle essentiel aujourd'hui dans notre société, dans notre République. Je montre le bouquin, c'est Harold de Cobert. Un très joli titre, Foi de prof. Merci. Ça veut donc dire que vous avez la foi en votre mission de professeur et d'enseignant. Et le débat est cruel parce que Harold de Cobert découvre depuis un an un établissement qui est le lycée Passy Saint-Honoré, lycée privé catholique. Il est donc il découvre cet univers et ça va être le fil rouge de notre échange. L'école de la République, c'est peut-être dans le privé qu'elle est aujourd'hui. Je disais tout à l'heure en présentation les hussards noirs de Jules Ferry, cette école qui a fait que la République française est devenue cette grande République, cette grande société des droits de l'homme, des valeurs, c'était l'école publique qui l'a portée. Tout à fait. Et aujourd'hui l'école publique, je pense au livre de La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli, et les témoignages que j'ai reçus des enseignants, c'est de Pierre
pire en pire. Et là, on sait aujourd'hui même que l'appauvrissement de la France, si le revenu moyen des Français ça baisse, c'est aussi parce que le niveau scolaire ça baisse. Foi de prof, Harold Cobert, vous mettez votre espoir dans l'école privée que vous avez rencontrée. Vous pensez qu'on va pouvoir redresser la barre? Bien sûr, je mets mon espoir dans cette école-là, mais je mets surtout mon espoir en premier lieu dans la jeunesse d'aujourd'hui, que je ne crois pas aussi stupide qu'on essaye de nous la présenter tout le temps. L'un de mes postulats, c'est que si leur niveau a baissé, c'est pas parce que leur intelligence serait moindre, c'est tout simplement parce que l'exigence des programmes a donc baissé, et que quand on relève cette exigence-là, ils se montrent entièrement capables, tout aussi capables que vous l'étiez vous, que je l'étais moi, de s'élever au bon niveau. Et en revanche, c'est sans doute dans l'éducation privée catholique que les professeurs ont la plus grande latitude pour essayer de les entraîner vers cette exigence-là. Après, soyons clairs, il y a un nombre infini de professeurs dans le public qui se battent avec la même envie, avec la même passion et avec la même foi. Mais il me semble que ce qui les bloque surtout, c'est cette hyperstructure administrative des rectorats et du ministère, où il y a surtout des programmes qui sont élaborés par des personnes qui, globalement, n'ont pas vu d'élèves en tant qu'enseignants, c'est-à-dire en enseignant sur un an, en suivant une classe sur une année entière, n'en ont pas vu depuis l'âge du Minitel et ignorent complètement ce que c'est qu'une génération qui s'informe sur TikTok, qui communique par Snapchat, etc. Et en vrai, peut-être qu'ils devraient plutôt écouter ce que les professeurs ont à dire de cette génération-là, de ce qu'on peut faire avec cette génération-là, parce que, et à ce niveau-là, public et privé se rejoignent. Nous sommes simplement dans deux bateaux qui ramont dans la même direction, mais ce qui est certain, c'est qu'on rame. C'est ce que vous racontez dans cet ouvrage. Je précise, je vous ai laissé rentrer dans le vif du sujet, et bien sûr, mais je voulais qu'on vous entende justement sur votre implication. Vous êtes écrivain d'abord, vous avez écrit des romans, là, vous éditez, vous êtes aux éditions du Rocher avec Foi de prof. Ce livre, je l'ai parcouru, je l'ai lu, c'est un document historique. C'est un document sociologique, c'est un petit traité politique aussi, parce que vous dites des choses fondamentales, et ça, c'est d'abord votre français est exemplaire. Merci. C'est un bonheur de le lire. En plus, c'est un ouvrage. Vous pouvez le prendre, il va y avoir les vacances de février. Vous le prenez, quelle que soit la page où vous rentriez le chapitre, vous n'avez pas besoin d'avoir eu le précédent. Vous voyez, voilà, ce sont des épisodes, c'est des choses vues, c'est des choses vécues. C'est des choses vues, vous écrivez avec le cœur, c'est clair, ah, oui. C'est du témoignage direct. Ouais. Vous parlez de vos confrères, il y a des situations un peu plus épiques que d'autres, il y a des tensions, vous soulevez tous les problèmes, vous les reconnaissez. Vous savez, c'est comme dans toutes les entreprises, il y a des frictions entre collègues. Mais en revanche, précisément, il y a eu quelques tensions un peu fortes, mais ce qui est à noter précisément aussi au niveau du privé, et en tous les cas à Passy-Saint-Honoré tout particulièrement, c'est que la direction intervient très vite et fait en sorte que les choses se calment comme il faut. On commémore aujourd'hui, et c'est ouvert, un procès où des mots un peu curieux ont été prononcés hier. Oui. Et où, en revanche, quand c'est simplement la logique administrative ruisselante depuis le haut des rectorats qui s'exercent, les professeurs ne sont pas aussi soutenus que dans le privé, parce qu'il faut savoir que dans le privé, c'est vraiment le directeur qui est maître chez lui. Et donc là, on peut voir que le directeur, notamment de Passy-Saint-Honoré, est quelqu'un qui fait tout pour le bien-être et de ses élèves et de ses enseignants. Précisons tout de suite que vous n'avez jamais dit, vous ne dites pas que l'enseignement public est totalement défaillant partout. Du tout, absolument pas. Et vous ne dites pas non plus que l'enseignement privé est exempt de carences ou de défaillances. Non, confère Bétaram, hélas, mais vous voyez, donc, voilà. Il y a des examens de conscience à faire à tous les niveaux. Mais on comprend quand même que, c'est le paradoxe, dans l'enseignement privé, on apprend les fondamentaux de l'école républicaine, les valeurs civiques et citoyennes, même si ensuite il y a une approche plus spirituelle pour certains établissements, alors que dans l'enseignement public, il y a des idéologies occultes, il y a des choses qui sont qui s'immiscent, alors que la laïcité est là pour protéger cette intromission d'un confessionnalisme d'une autre époque. Tout à fait. Et que là où on est protégé, c'est précisément là où il y a une valeur religieuse qui est la valeur catholique. Oui. Eh ben, il y a une protection, il y a un respect de la laïcité plus sérieux, plus suivi qu'il n'y a dans certains établissements publics.
Oui, alors c'est un immense paradoxe parce que Dieu sait qu'en France, nous avons bouffé du curé. On les a sortis à coups de pied dans les fesses en 1905. C'est pas pour les remplacer par des gens avec des voiles, on est d'accord, et je respecte toutes les religions. Ah oui, ça c'est pas une question. Il n'y a aucun problème, on ne discrimine personne. Mais c'est surtout après, il y a une idéologie d'extrême gauche qui est à l'œuvre et qui juge que précisément mettre des notes, ça peut être traumatisant, que l'exigence peut être traumatisante. C'est plutôt à ce niveau-là que l'idéologie, elle se situe, et celle-ci est très très curieuse. Je veux dire, pointer les erreurs d'orthographe. C'est une réflexion qu'on m'a faite il n'y a pas très longtemps. On m'a dit de ne pas utiliser le mot faute parce qu'il y avait une valeur morale, et je trouve que c'est pertinent de dire les erreurs. Parce qu'après tout, c'est une erreur. Fautes, pas de notes, pas de faute. Pas de notes, pas de faute. C'est formidable. Pour l'anecdote, mon fils, qui est donc aussi dans un établissement privé catholique sous contrat, du côté de Bastille, a eu une institutrice en première année de CP, qui était ce qu'on pourrait dire une institutrice à l'ancienne. Il a appris de la méthode syllabique, etc. Ce qui fait qu'il est très bon. Mais il a eu je connais d'autres cas, je vous rassure. Mais évidemment. Et il y a eu, et en revanche, il a eu une autre institutrice qui avait des directives, c'est-à-dire qu'on lui demandait non pas de sanctionner les fautes, mais de valoriser les réussites. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'un élève qui fait 70 fautes mais qui n'en a pas fait 5, il fallait valoriser le fait qu'il n'en ait pas fait 5. Je ne suis pas... Et en vrai, on confond rigueur et rigorisme, et que la rigueur est un cadeau que l'on fait aux enfants, aux élèves, pour que plus tard, ils soient libres. Et c'est ça la plus belle mission que nous avons à faire, c'est créer... pas créer, parce que nous ne les créons pas, mais les accompagner sur le chemin pour qu'ils soient des êtres libres. L'école n'est pas l'exercice de la démocratie, elle est l'apprentissage de la démocratie. On leur apprend ce que sont les valeurs, on leur dit pas de les appliquer tout de suite, et on est bien d'accord que nous n'en sommes pas encore au point où, dans certains établissements, on vous dit c'est le maître qui doit apprendre de l'élève. Il y a encore une transmission des savoirs, et il y a encore... Plus que d'éducation nationale, je vois qu'il y a de l'instruction. Le drame, c'est instruction publique ou éducation nationale. Vous vous souvenez, en 1925, on a dit, on va prendre... C'est Mussolini qui avait changé le nom du ministère avec éducation nationale. Les républicains français avaient dit, c'est génial, le concept d'éducation nationale. On voit ce que ça a donné, c'était l'instruction publique. Oui, alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi je reste toujours... je me considère plus comme quelqu'un qui instruit que quelqu'un qui éduque. Il me semble que le rôle d'éducation revient aux parents. Ensuite, malgré tout, il y a une sorte de triangle, une sorte de tripartite qui existe entre l'élève, les enseignants et l'établissement et les parents. C'est là où on peut parler de coéducation, parce que malgré tout, il faut tout de même concéder que nous, les professeurs, nous passons peut-être plus de temps avec leurs parents, ils passent plus de temps d'un point de vue hebdomadaire et annuel dans des salles de classe qu'avec leurs parents, donc nous les voyons beaucoup. Donc nous pouvons aussi identifier, et souvent les professeurs sont les premiers qui alertent quand ils sentent que certains élèves sont en difficulté, sont en danger ou sont dans une détresse psychologique. Vous racontez certains conseils de classe où il y a les parents, il y a les élèves. Bon, alors les élèves, à un moment donné, les représentants sont obligés de se retirer. On voit bien que dans le conseil de classe, il y a les mêmes tensions, les mêmes contradictions que dans la société, quelque part. Oui, tout à fait. Il y a ceux qui croient qu'il faut aider, ceux qui, au contraire, sont là pour pas réprimer, mais dire là, vous dites, on utilise des termes un peu violents, quelquefois, contre certains élèves. Il y a de la pédagogie à faire preuve en conseil de classe. Et dans le privé, on est peut-être plus conscient de cet enjeu-là? Oui, on est absolument conscient de cela. Certains sont, mais comme ils sont très 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 exigeants, ils peuvent être considérés comme durs, ils sont juste exigeants finalement, mais en tout cas on débat d'une manière assez simple, et certains essayent, il y a aussi différents profils. Moi je dois avouer que je suis un jeune professeur de 51 ans, ça fait 1 an et demi que j'enseigne. Je ne sais pas comment je serai après 30 ans de carrière aussi, où à un moment on peut être usé et on peut être un petit peu fatigué. Donc tout dépend de où est-ce qu'on parle. Mais malgré tout, moi ce que j'ai observé dans mon lycée en tout cas, c'est que en règle générale, même ceux qui enseignent depuis 15 ans, 20 ans ou 30 ans, ils n'ont pas perdu la foi. Il y a toujours la même ferveur. Il y en a qui jettent l'éponge quelquefois, mais moins dans le privé, vous avez l'air de me dire. Oui, après, il faut dire que dans le privé, nous travaillons dans des conditions privilégiées. Précisément parce que, d'abord, c'est un choix que les familles font. Donc, ils le font en conscience. De plus, les familles et l'élève signent le règlement intérieur, où il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Notamment le fait de se lever quand le professeur entre en classe, de se dire bonjour, d'être poli. On oublie d'ailleurs que le mot politesse est
police ont la même racine étymologique et que peut-être la politesse permet d'avoir moins recours à la police ou ça à veut la dire sanction. Le civisme. Exactement. Et à partir de là, il est vrai, nous ne travaillons pas dans des conditions aussi difficiles que des professeurs qui peuvent, en disant quoi que ce soit en classe, avoir des soucis hors de l'école. On va y revenir. Nous sommes avec Harold Cobert, auteur de Foi de prof aux éditions du Rocher. Une année dans l'enseignement privé catholique. On décrypte un petit peu la différence et la réalité. Appelez-nous au 0826 300 300, chers auditeurs de Sud Radio. Vous avez forcément des enfants adolescents ou peut-être en primaire. Vous êtes confrontés aux problèmes scolaires. Vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, ce qui est légitime et nous sommes tous confrontés à cette réalité aujourd'hui en tant que parents d'élèves, et je sais qu'il y en a chez nos auditeurs. Harold Cobert se fera une joie, un plaisir et peut-être un devoir de vous répondre, quelles que soient vos questions ou des observations tout simplement. On sera à votre écoute sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Harold Cobert, auteur de Foi de prof aux éditions du Rocher. Un traité, un témoignage écrit dans un français impeccable, monsieur le professeur. Merci. Alors, vous êtes un écrivain, je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours, vous êtes un écrivain, vous êtes un littéraire. Oui. Qui a décidé de partager son savoir et de transmettre ses valeurs et ses connaissances à la jeunesse française. Oui. Et vous êtes passé à l'enseignement catholique, au lycée privé Passy-Saint-Honoré. Je reconnais que c'est un lycée d'un quartier huppé, d'un certain niveau, mais il faut ce qu'il faut. Et c'est pas toujours vrai d'ailleurs que la fracture sociale est à ce point soit aberrante dans l'éducation. Il y a des lycées où ça se passe très bien aussi, oui, y compris. Bien sûr. Tout dépend de la qualité du prof, ouais. de la formation du prof. Et puis notez bien quand même qu'il y a toutes les classes sociales, toutes les couleurs de peau et toutes les religions qui sont acceptées dans les privés parce que ça fait partie de leur mission et de leur contrat d'association qu'ils ont avec l'État. Et dans mes classes, c'est exactement cela. Il y a des parents qui se saignent pour que leurs enfants soient là. Moi, j'ai certains élèves qui viennent de Bois-Colombes, d'Argenteuil, et aussi certains qui sont juste voisins. C'est une des raisons pour lesquelles l'enseignement privé a beaucoup de succès. C'est l'élément que vous venez de soulever. Tout le monde peut y aller. Voilà. Alors il faut avoir des valeurs et une rigueur. Oui. Mais il n'y a pas une ségrégation sociale. Non, dans ce genre d'établissement. Je pense même que c'est à l'origine même des écoles catholiques créées depuis 500-600 ans. Hein. Saint-Pierre Fourier, qui avait créé une école au XIVe ou XVe siècle, je n'ai plus la date exacte en tête, c'était pour les pauvres et aussi pour les femmes. Vous imaginez comme à cette époque-là, c'était avant-gardiste. Donc cette mission sociale est au cœur d'abord de l'école privée catholique, mais je crois qu'elle est au cœur aussi du catholicisme en soi, la charité chrétienne, etc. C'est un des paramètres de la doctrine sociale de l'Église, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, et l'école française, en tout cas l'école catholique française. Peut-être pas systématiquement, mais c'est inspiré de ces valeurs, ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup de gens. Et même pour aller plus loin... On dit l'école libre. Quand j'étais gamin, on disait l'école libre. Moi, j'avais manifesté avec ma grand-mère pour l'école libre, puisque j'étais chez les pères jésuites du côté de Bordeaux. Ah ben, vous étiez deux. Vous avez, je cumule, hein, vous avez comme je suis un cumulard catholique. Sans pour autant être croyant, moi-même j'ai un rapport avec Dieu qui est très compliqué, mais ça nous emmènerait trop loin, laissons cela de côté. Mais en tous les cas, vous reviendrez pour... si vous voulez. Mais vraiment, ils ont une mission sociale qui est dans leur ADN, et il faut arrêter de croire que c'est forcément que des enfants qui vont porter, qui vont faire la quête à l'église tous les dimanches matins. C'est pas vrai. Ils viennent de partout et le projet social est au cœur de l'éducation privée catholique. C'est un sujet épineux qui a longtemps divisé la société française à toutes les époques. Hein. Oui. Je me souviens quand j'étais gamin, la loi Germer, qui était une protection de l'école privée, et la grande manifestation de 84 qui fait tomber le gouvernement Monroy. Tout à fait. Alain Savary est ministre de l'Éducation nationale et Mitterrand comprend qu'il ne faut pas aller plus loin. Et la grande manif, encore plus importante que celle sur le mariage, fait que le gouvernement plie. Donc les Français sont attachés à leur enseignement privé pour ceux qui y croient. En tout cas, ils ont le choix. Mais vous savez, ils ont le choix. Mais il faut qu'ils aient le choix. La liberté de choix existe en France, la liberté de conscience existe en France. Mais en tout début d'émission, vous faisiez référence aux hussards de la République. Oui. Aux hussards noirs. Qui n'ont pas forcément fait que du bien parce qu'ils ont aussi détruit les cultures régionales.
sans doute, je connais pas cette histoire. Quand on disait dans les cours de récréation, défense de cracher breton et de parler de parler breton et de cracher par terre, voilà, et on donnait honte à des gens de ce qu'ils étaient par leur origine culturelle. C'était une mauvaise chose. Voilà, au nom une très sainte idée de la République. Voilà, donc tout n'a pas été bon non plus dans le hussard noir, mais ça a permis d'installer les valeurs républicaines. C'est ça. Mais je trouve qu'il y a un lien entre l'idée d'un hussard noir et d'une robe de prêtre qui est noire aussi, si vous voulez. Et lorsque je faisais ma thèse, j'appartenais à un UFR qui s'appelait l'histoire des représentations, et nous travaillions à l'époque avec mes directeurs et d'autres thésards sur ce qu'on appelle la laïcisation des valeurs chrétiennes. C'est cette laïcisation-là qui a été récupérée par la Révolution française. Donc il y aura toujours un lien, malgré tout, entre notre laïcité et une certaine conception de l'homme porté par le catholicisme. Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que ce soit Jules Ferry ou Anatole de Monzy, ministre en 1925, ils disent bien nous sommes en évangélisation. Alors ils n'utilisaient pas ce terme, mais nous apportons les valeurs de la civilisation, de la citoyenneté à des régions excentrées où l'Église et la noblesse sont encore l'ancien monde a encore du poids, et nous apportons l'ouverture sur le monde, la lumière, la connaissance. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt dans l'école privée que ça se passe. Je le dis avec beaucoup de pondération. Oui, parce que gardons quand même l'idée que énormément de professeurs dans le public continuent de se battre pour que la lumière arrive jusqu'aux élèves. Harold Cobert, vous avez attiré l'attention de Sarah qui nous appelle de Bellegarde. Bonjour Sarah, vous êtes prof de français, c'est ça ? Oui, bonjour Perico et bonjour Sarah. Harold. Bonjour madame. Alors vous êtes prof de français dans un collège public, évidemment on n'a rien contre vous et on attend votre témoignage avec sérénité et sincérité. Non mais c'est gentil, mais moi c'est pour adhérer pleinement dans votre sens. Vous avez dit qu'il y avait, j'ai beaucoup aimé vos paroles sur la lumière des enseignants dans le public. Le problème n'est pas tellement les enseignants, le problème est la structure administrative qui est fondamentalement maltraitante et ne fonctionne pas. Et donc il y a une qualité des enseignants dans le public qui est très grande. Le plus de l'enseignant, je parle en général, il y a des établissements exceptionnels. On n'en doute pas, ça, on n'en doute pas. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, ce qui fait la qualité du privé, c'est qu'ils peuvent mettre des moyens où ils veulent, contrairement au public où on nous fait faire n'importe quoi, et ils peuvent choisir leur public, c'est-à-dire qu'ils prennent des enfants où ils peuvent les jeter quand ils n'en veulent plus. Alors que nous, dans le public, on est obligé de prendre ce qu'il y a. Voilà. Et comme le niveau ne cesse de baisser pour s'adapter au plus mauvais ou de décider de donner à chacun ce dont il a besoin, c'est absolument catastrophique. Voilà. Mais c'est pas, je veux dire, moi je mettrais pas le public contre le privé, je mettrais la nullité de l'administration de l'éducation nationale plutôt contre le reste. Harold Cobert approuve, je le vois, avec la main, il approuve vos propos. Madame, je pense que je n'aurais pas aussi bien dit, en aussi peu de mots et en étant aussi concise que vous l'avez été. Franchement, j'adhère à tout et je fais le même constat que vous. Ça ne vient pas des enseignants, ça vient de la superstructure administrative. J'en ai moi-même fait les frais. Je partage cela brièvement avec vous, puisqu'en vrai, quand j'ai décidé de devenir professeur, peut-être qu'on reviendra sur le pourquoi, j'ai candidaté d'une manière simultanée sur les deux plateformes, public, privé. Le privé m'a répondu très vite et j'ai été, au bout de 2-3 mois, auditionné par une commission où il y avait 3 chefs d'établissement, dont celui qui a décidé de me confier une classe de seconde l'année dernière. Je n'ai eu du public des nouvelles que 6 mois plus tard, où j'ai été convoqué ensuite au rectorat, ce qui est tout à fait normal pour un entretien comme pour un entretien d'embauche. Il faut bien juger si les personnes ont plus ou moins les compétences. Mais c'est un entretien qui a viré à quelque chose d'inquisitorial, où j'ai bien vu que le fait que je sois écrivain était quelque chose qui dérangeait. On a voulu me faire comprendre que ça ne me donnait aucune valeur ajoutée, ce qui est vrai parce que je n'en tire aucune gloire. Moi, mais il y a eu vraiment une séance de tentative d'humiliation. C'était très désagréable et c'est parce que j'ai vécu cela que j'ai eu envie d'écrire un livre, parce que je n'ai pas commencé à enseigner avec l'idée je suis pas parti en infiltration, j'allais juste enseigner, je voulais faire juste ça. Mais quand j'ai vu cela, je me suis dit, mais mon Dieu, comment on ose traiter des aspirants professeurs comme ça? Comment ils doivent traiter des professeurs qui sont sous leur direction directe dans le public? Et effectivement, j'ai une amie qui est professeure dans un lycée technologique en banlieue parisienne, en REP, et qui me parle de maltraitance administrative des professeurs. Sarah, est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps vous exercez ce beau métier?
Écoutez, j'ai 60 ans, vous voyez, et c'est un métier que j'adore, mais là j'en peux plus. Je suis en arrêt parce que j'ai adoré le mot d'Harold de maltraitance. Aïe. Pour tout vous dire, moi je suis en arrêt parce que je suis tombée dans les pommes, parce qu'un surveillant n'a pas voulu donner l'heure de colle que j'ai donnée aux élèves, m'a regardé dans les yeux et m'a dit: est-ce que vous avez le droit de faire ça? Une gamine de 18 ans, alors je suis agrégée docteur d'État, normalienne, dans un petit collège, j'adore mes élèves m'adorent, et ça fait 4 fois qu'on me fait ça. On peut même pas, Harold a parlé de mépris, moi je suis écrivain aussi, hein, et j'étais 34e à l'agrégation, et je suis traitée comme une merde par la structure et par des gens qui ont même pas mon niveau. C'est hallucinant. Sarah, je suis pas la seule. Hein. Vous pouvez rester avec nous, on va juste marquer... Madame, je suis atterré de ce que j'entends. Alors, quand j'entends votre niveau, vous avez des qualités professorales et quand on est normalienne et agrégée, enfin, on ne peut pas remettre en cause votre autorité dans votre classe. On continue à en parler dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Harold Cobert. Nous avons Sarah qui est en ligne, qui nous appelle de Bellegarde, qui est enseignante, qui est prof de français. Si vous-même vous êtes enseignante dans le corps enseignant, que vous soyez, autrefois on disait instituteur, professeur des écoles ou même universitaire, appelez-nous. Si vous avez des enfants qui sont confrontés à cette souffrance ou au contraire à de grandes joies, appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Et Harold Cobert vous y répondra. Sarah, vous restez avec nous, on continue cette conversation après la pause. Vous avez entendu ces arguments ou... Si vous voulez, je suis désolée, mais c'est intéressant peut-être que je vous dise ce qui s'est passé, parce que vous comprendrez à quel point le problème des valeurs que vous évoquez pose problème. En fait, je suis écrivain comme monsieur, et je fais bénéficier mes élèves de mon expérience. Je leur fais écrire des nouvelles en classe, à mes 4e. Ils font d'ailleurs de merveilleuses nouvelles. Ça fait 7 ans que je fais ça se passe très bien. Mais comme je suis très attentive, je fais le tour de mes élèves. Donc ils sont assis. Moi, je suis pas le prof sur son estrade. Je fais le tour, je les aide, etc. Donc j'avais une intervention du surveillant qui m'avait justement dérangé, ça avait un peu perturbé les élèves. En fait, ils viennent chercher les carnets parce que c'est tellement plus compliqué pour eux de chercher les élèves dans la cour qu'ils viennent les déranger en cours, pour vous dire déjà qu'il n'y a pas de respect du cours. Bon, donc j'avais un peu, le début de classe avait été perturbé, donc je fais le tour de mes élèves et puis je vois des objets qui volent, donc je gueule, normal, et puis au bout d'un moment je me prends une gomme et l'assistante avec moi, on prend toutes les deux des gommes sur la tête. Ça, c'est intolérable. Donc je leur dis: écoutez, vous avez jusqu'à la fin de l'heure pour vous dénoncer ou je fais une colle collective. Je ne colle jamais, hein. Moi j'ai jamais besoin de ça se passe très bien. Ça peut, là ils étaient un peu abrutis, ils ont fait des idiots, voilà. Donc je mets une heure de corps collective. Je mets 7 heures le mardi. Et le vendredi à 15h, on libère les élèves. Et ça fait 4 fois que ça se produit. Parce que les gamins, maintenant, qui savent qu'ils peuvent, ils vont voir, ils disent: mais on peut pas sortir. Oh ben oui, elle n'a pas le droit de faire ça, allez, vous pouvez sortir. Alors que ça a été vu avec le principal adjoint qui était indigné de cette attitude, parce qu'en 4e, jeter des gommes, puis ils auraient pu éborgner quelqu'un, c'est gravissime, quoi. Vous voyez, l'autorité, elle est là. Si vous les laissez faire n'importe quoi, après, ça continue. Là, les gamins, ça fait 4 fois qu'ils peuvent sortir alors qu'ils ont une punition, ils vont le faire systématiquement. Puisqu'ils ont compris que c'était bon. Vous voyez? Non, mais en effet. Complètement anéanti. Bien sûr, Harold Cobert, l'autorité de l'administration scolaire est essentielle, que le soutien, que les enseignants soient soutenus par leur autorité, quand même. On sait que si les enseignants ne sont pas soutenus par leur autorité, c'est la porte ouverte à tous les drames que l'on connaît, dont le pire dont nous parlons en ce moment depuis hier, dont nous reparlons hélas depuis hier dans l'actualité. Cette désagrégation de l'autorité, là, je sais qu'une de vos bêtes noires, c'est TikTok. D'ailleurs, je me permets l'expression, c'est une de vos croisades de recérébrer le cerveau de nos enfants, et qu'il y a des éléments extérieurs, dont TikTok, il y a d'autres, les réseaux sociaux, c'est les ravages. D'ailleurs, je pense que vous êtes d'accord qu'au-dessous de 15 ans, on peut peut-être commencer à réguler un petit peu. Moi, je pense qu'il faut réguler effectivement en dessous de 15 ans, mais non pas parce que TikTok serait TikTok, mais parce que maintenant, il y a des études scientifiques de plus en plus documentées qui montrent... Vous parlez de génération TikTok, attention. Oui, parce que eux s'informent par là, mais précisément... J'y viens. La problématique des réseaux sociaux, c'est que plus on est exposé jeune et d'une manière longue et régulière, plus il y a des conséquences neurocognitives en termes d'attention et de capacité de concentration, ce qui après pose des problèmes pour étudier. C'est avéré, ça, maintenant, c'est clair. Mais, je veux dire, en fait, c'est comme pour tout. C'est comme pour l'IA, c'est comme pour les réseaux sociaux, c'est comme la vie. Il y a un bon usage des réseaux sociaux. Moi, mes élèves me montrent parfois certains comptes TikTok, parce que savez-vous que les deux hashtags très populaires sur TikTok, c'est BookTok et EducTok. EducTok, c'est des profs qui font au format TikTok une petite leçon sur l'adjectif, une petite leçon sur la dissertation, une petite leçon sur
Maupassant ou qui le feuilletonnent. Et sauf que là, ils empruntent les codes de cette génération qui a un code rapide, qui va vite et qui aide les élèves. Après, quand c'est juste regarder des personnes qui dansent en playback, ça abrutit. Mais il y a des bonnes choses à prendre sur les réseaux sociaux. Et donc, au fond, ce que nous devons faire, parents et école, c'est accompagner les élèves dans un bon usage. Et c'est la même chose avec l'IA, parce que l'IA, maintenant, elle est dans nos vies, elle est présente, elle a vraiment fait son entrée. Moi, je l'ai vue. En début septembre 2024, quand j'ai commencé à être enseignant, elle était très peu présente. L'IA, à la fin de l'année, elle était partout. Donc, la question, c'est pas de se dire interdire l'IA, c'est comment faire pour qu'ils en fassent un bon usage qui leur soit bénéfique. Parce que le progrès est là. L'imprimerie, il y a très très longtemps, on s'est dit c'est une catastrophe, ça va détruire l'humanité, ça a apporté de bonnes choses, ça a apporté de mauvaises choses aussi, peut-être, sur certains textes, les pamphlets, les mensonges, la désinformation, bref, que des choses qui ressemblent à ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, il vaut mieux penser le problème et faire en sorte que les élèves soient éduqués pour s'en servir au mieux. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait François Rabelais. Nous sommes en ligne avec Xavier, qui nous appelle de Bordeaux. Alors Xavier, vous êtes prof dans le privé. Est-ce que vous partagez le désarroi et les espoirs d'Harold de Cobert, Xavier? Oui, je suis prof dans un établissement privé. Effectivement, l'enseignement catholique supérieur sous contrat. J'enseigne... j'ai enseigné en lycée, mais là j'ai arrêté, je fais que les BTS. Et ce que je peux vous dire de mon expérience, ça fait 5 ans, ça va faire 6 ans que je fais ce métier, c'est que les élèves sont friands d'exigence et d'une forme de fermeté. Et moi, je vous vois, mes élèves. Harold approuve, avec les mains. Je les vous vois aussi, chers collègues. Et je remarque que mes élèves apprécient l'exigence que j'ai avec eux, apprécient cette forme de fermeté et de rigueur intellectuelle. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça les intéresse, ça leur donne un modèle et ils nous en remercient. Effectivement, ça n'empêche pas d'être aussi bienveillant et d'apporter une forme de tendresse. Voyez, Xavier, ce sont des repères. C'est le fondement du repère, ce que vous évoquez là, Harold. Mais effectivement, je pense qu'on est des repères pour ces jeunes, parce que bien souvent, ils n'ont pas dans leur foyer, disons-le, ils n'ont pas ces repères, les repères qu'il faut, pas dans tous les foyers. Je parle notamment sur le plan intellectuel. Le métier de professeur, c'est surtout un métier, en tout cas, comme ça que je le conçois, un métier où on donne le goût de l'apprentissage, le goût de l'esprit critique, et le goût du raisonnement intellectuel, de la rigueur intellectuelle. Et certains, malheureusement, n'ont pas ça. Et on est pour eux, oui, un repère, justement, dans cet océan d'informations, de monde ultra connecté, un repère pour se situer, se positionner, réfléchir. Des repères, Xavier, et quelquefois, en famille, ils n'ont pas de repères et ils ont même le mauvais exemple. Je pense que vous citez des cas, quelquefois pas dans votre vie là, à lycée, mais vous savez qu'il y a des familles qui sont détruites par ce manque de... J'ai déjà évoqué cela, c'est que c'est ma belle-fille qui m'a raconté cette anecdote. L'un de ses amis ou l'une de ses amies se plaignait que le soir à table, elle voulait être à table avec ses parents et discuter avec eux. Que faisaient les parents? Ils étaient derrière leur téléphone portable. Donc, quel exemple? Alors que cette jeune fille aurait préféré dîner, discuter, échanger sur sa journée, familial, sur leur journée. Social, et les parents scrollaient sur leur téléphone portable. À partir du moment où les parents deviennent défaillants aussi, qu'est-ce qu'on peut demander aux enfants? L'école ne peut pas tout faire non plus. C'est clair. Mais je suis très sensible à ce que vient de dire Xavier sur le fait que l'exigence, quand on est exigeant avec les enfants, ils comprennent que si on est exigeant avec eux, c'est qu'on les considère comme capables de cette exigence. C'est-à-dire qu'on les considère comme des êtres intelligents. On n'est pas en train de leur dire, vous avez, on leur dit, mais justement, on sait que vous en êtes capable, donc on est exigeant avec vous. Mais il est là le respect. Le fait de laisser tout faire, de leur dire, vous êtes capable de comprendre. Il y a de la tendresse à les considérer capables et intelligents. L'exigence n'est pas quelque chose qui est fait pour les descendre, pour les abaisser. C'est fait pour faire ce que les élèves sont censés faire, c'est fait pour qu'ils s'élèvent. C'est quand même simple. Enfin, j'invente pas l'eau chaude ni le fil à couper le beurre lorsque je dis ça. Tout est dans les mots. Un élève est là pour s'élever. Mais si on veut qu'il s'élève, on monte l'exigence. Ça veut pas dire que
je veux dire, c'est pas parce qu'on va monter la barre que tout de suite vous allez sauter 3 mètres au saut. On va les accompagner, nous. On va les aider, on va les suivre et on va les féliciter lorsqu'ils réussissent. Et on va les entraîner pour qu'ils puissent aller à ce niveau, c'est tout. Merci Xavier pour votre témoignage. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Je suis avec Harold Cobert. Appelez-nous au 0826 300 300 comme Sarah et Xavier. Posez des questions à Thierry Cobert. Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes parent d'élèves? Est-ce que vos enfants sont dans le public, sont dans le privé? Je suis sûr que vous avez une multitude d'envie de choses à dire et de témoigner. Et Emmanuel Gasso attend votre appel. On vous retrouve dans quelques instants. Sud Radio. E.Leclerc. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Harold Cobert, auteur de Foi de prof aux éditions du Rocher, une année dans l'enseignement privé catholique, un témoignage émouvant, très très enrichissant au niveau connaissance et surtout qui porte la réflexion éducative à des sommets. À lire absolument, d'abord parce que c'est un plaisir, un bonheur de le lire. C'est détaillé en chapitres, je disais tout à l'heure, vous pouvez rentrer à n'importe quel moment du livre, vous êtes en plein dedans. Et Harold Cobert c'est un intellectuel, c'est un écrivain, c'est un littéraire, et il a décidé, en mission, parce qu'il a été élevé par les jésuites, il a décidé de faire à l'école, je me permets, le don de sa passion, le don de sa vie, parce que ce dont la France a besoin aujourd'hui, c'est qu'on accompagne cette jeunesse à trouver les repères. On constatait tout à l'heure que les repères étaient en perdition. Harold Cobert, il y a un chapitre, évidemment, il y a plein de chapitres, on va pas tous les passer. Je disais, du coup, et autre joyeuseté, l'appauvrissement de la langue, vous en êtes témoin en première ligne. Oui, et ça, c'est quelque chose que je trouve dramatique, mais c'est surtout dommageable pour les enfants. Pourquoi ? Parce que les mots, c'est ce qui nous permet d'avoir une maîtrise du monde. Plus on a de mots, plus on peut désigner ce qui se passe, plus on peut élaborer un raisonnement, mais surtout, plus notre vocabulaire est riche, plus nous sommes capables de décrypter ce qui se passe en nous. Et d'autant plus à l'adolescence, ces jeunes gens et ces jeunes filles sont en proie à tellement de sentiments contradictoires. Tout est vécu puissance 1000. Les peines, les joies, les amours, les ruptures, etc. Et quand ils n'ont pas les mots, ils sont coincés en eux-mêmes et ils ont des réactions d'insultes, de violence. Et en vrai, plus le vocabulaire est riche, Donc perdre du vocabulaire, c'est perdre sa maîtrise sur le monde et c'est perdre l'accès à sa propre intimité pour pouvoir essayer de se comprendre. Et on sait bien qu'il faut que tout commence par le fait de se connaître soi-même, et c'est la base de tout. Je pense que à Passy-Saint-Honoré, il y a un niveau d'écriture, de connaissance du français supérieur sur lequel vous êtes très vigilant et très exigeant. Je suis très vigilant, mais on est aussi confronté à cet affaissement parce qu'il y a des fautes, évidemment. Oui, voilà. Il y a des fautes, mais en vrai, moi, c'est pas tellement l'orthographe au sens premier du terme que je sanctionne. C'est-à-dire que par exemple, c'est le sens de la phrase surtout. Voilà. Oui, puis si un élève ne sait pas si développement ça prend un L de P, 2 L de P, un P, 2 L, bon, je l'entoure. Moi, ce que je sanctionne, c'est les fautes que j'appelle qui sont liées à la profondeur de la langue, à la langue profonde. C'est-à-dire quand on écrit j'ai aimé, ER, ça me pose un vrai problème parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas que c'est un verbe. Et si on ne comprend pas le verbe, on n'a pas le sens de la phrase. Ou pire, j'ai vu ils. Au pluriel, affiche avec un S. Alors, on met le pluriel, mais on ne reconnaît pas que c'est un verbe. Et si on ne reconnaît pas le verbe, le sens de la phrase, c'est terminé. Et donc, il n'accède pas au sens du texte. Et c'est en revanche ça que je corrige et que je martèle, parce que s'ils ne peuvent pas avoir accès au sens du texte, ils ne comprendront pas. Et j'en parlais avec un collègue avec qui nous avons beaucoup travaillé ensemble, qui est prof de mathématiques et qui dit les mathématiques c'est d'abord du français parce qu'ils ont un souci juste de lecture et de compréhension de l'énoncé. Et comprendre un énoncé mathématique, c'est déjà se donner la possibilité de pouvoir le résoudre et le réussir. Mais il faut comprendre ce qu'on vous demande. Alors, votre ouvrage était pris un peu comme un agenda. On a tous les trimestres, on a certaines dates. Je vais prendre celle dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'en même temps, c'est un chapitre qui est très révélateur de certains phénomènes. Du lundi 20 janvier au lundi 3 février, la félicité est une anomalie entre deux catastrophes. Décryptez-nous ce message. Oui, il y a des moments où tout se passe bien avec les élèves et c'est merveilleux. Ils écoutent, ils sont actifs, etc. Donc ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais en revanche, après, il y a
on ne sait jamais combien de temps ça dure, hein, si vous voulez. Et à un moment, il y a un événement qui arrive et tout s'effondre et il faut tout recommencer. De toute façon, il faut toujours tout recommencer. Il y a cette très belle phrase de Gide que j'ai un tout petit peu modifiée pour qu'elle soit plus compréhensible, qui dit « Tout a été dit depuis que le monde est monde, mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse répéter et donc il faut sans cesse recommencer. » Bien sûr, mais... Nous sommes tous décisifs. On est dans une mission. Bien sûr. L'enseignement. Vous êtes des missionnaires depuis toujours. Vous êtes des missionnaires plus aujourd'hui que jamais encore. Moi, je suis un jeune missionnaire, mais je suis précédé d'augustes aînés qui ont voué leur vie à cela, qui ont voué leur vie à la jeunesse. Et très, très honnêtement, on ne peut que leur rendre hommage à tous ces professeurs et tous les professeurs d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'ils font en réalité quand ils essayent d'élever notre jeunesse? Notre jeunesse, c'est quoi? C'est l'avenir tout court. Donc, c'est-à-dire, si on perd foi dans notre jeunesse, on perd foi dans notre avenir. Mission, abnégation. On n'a pas le droit de faire cela. Et il y a un chapitre qui s'appelle des profs sans culottes. Des profs sans culottes qui peuvent être révolutionnaires, qui peuvent se dresser contre ce que le système l'hydre administratif veut leur imposer. Il reste des révolutionnaires et des missionnaires. Vous sentez les parents d'élèves, beaucoup de témoignages aujourd'hui d'enseignants disent les parents sont largués, ils laissent tomber, ils nous confient tout. Là, dans le milieu de cet enseignement privé, vous sentez des parents d'élèves très impliqués, très présents. Moi, je les sens beaucoup plus impliqués, très très impliqués. Certains, hélas, n'ont pas forcément le temps. Il y a des professeurs particuliers qui interviennent aussi. Après, ils sont aussi débordés comme d'autres, parce que c'est le propre de l'âge de cette adolescence où garder le contact avec son enfant. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils de 15 ans avec qui le contact reste, mais je sais que c'est une anomalie presque. Votre définition de l'adolescent qui traîne les pieds, qui répond par un son monosyllabique, c'est fabuleux. Alors on a des zombies quelque part. Vous savez, non, mais il y a une très belle phrase d'Oscar Wilde par rapport à ça qui dit « Les enfants commencent par aimer leurs parents. Ensuite, ils les jugent. » Ça, c'est l'adolescence. Et la fin de la phrase, c'est là où elle est la plus belle. Il arrive qu'il leur pardonne. Voilà. Et un adolescent qui ne se rebelle pas contre ses parents a raté son adolescence quelque part. C'est dans l'ordre naturel des choses. Oui, avec cette nuance aujourd'hui qu'on est souvent obligé de pardonner aux enfants beaucoup plus qu'aux parents. Ah, ça, c'est l'inversion des valeurs et de la charge de la preuve, souvent. Harold Cobert, je vous lance un défi, puisque vous êtes comme moi de formation jésuitique. Vous allez dans l'enseignement privé. Je n'allais pas vous dire que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si vous pouvez, parce que c'est vrai que les conditions sont plus faciles. Très méritant. Vous vous lancez dans le bain de l'éducation après avoir. Vous auriez pu faire autre chose. Hein, personne ne vous a obligé. Vous êtes allé sur le Golgotha là carrément pour faire le don de votre personne. Est-ce que vous iriez ou seriez tenté si un patron d'établissement public vous disait à Harold Cobert, j'ai besoin de secours, venez dans mon établissement. Vous y allez quand même? Ah oui. Alors j'y vais. Sans un lycée de banlieue difficile. Sans hésiter un seul. Dans une zone sensible. Non mais vraiment, je vous le dis. Avec des petits barbares, avec des sauvageons. Mais non, c'est pas des barbares. Non, j'utilise ce terme parce que c'est ce qui était des sauvageons. Non, moi je suis convaincu que si on est authentique nous et qu'on leur parle vrai, ils seront prêts à venir avec nous. Enfin, j'ai peut-être une vision idéaliste, je n'y ai pas été confronté, mais c'est dans le chemin qui a été le mien, comme je vous l'ai dit, j'ai candidaté simultanément aux deux. Si le public m'avait répondu plus tôt, m'avait proposé un poste, je serais à l'heure où je vous parle dans le public. Ça a été les hasards des décisions qui ont été faites et la vitesse que le privé a eue, la réactivité plus grande qu'il a eue par rapport à moi, c'est tout. En tout cas, c'est clair que le message que vous envoyez à vos collègues et confrères, tenez bon. Continuez. La mission est fondamentale pour que le pays survive, que notre société, que notre civilisation. Et comme disait très bien Sarah, il ne faut pas opposer les professeurs du public et du privé. En revanche, nous sommes tous, me semble-t-il, unis contre les absurdités de l'administration. Et c'est contre cela que nous devons nous battre pour la jeunesse. Foi de prof, votre foi est chrétienne, je le sens, mais je sens qu'elle est aussi républicaine, qu'elle est citoyenne. C'est une foi globale. Vous êtes patriote, vous aimez la France. Je suis un spécialiste de la Révolution française, vous imaginez. Alors, j'ai pas dit que vous êtes, je sais bien. Je dis pas que vous êtes rentré en résistance, mais presque. En tout cas, vous êtes monté au front dans cette première ligne pour défendre des valeurs qui vous semblent essentielles. C'est sur le terrain de l'école. Je suis d'accord avec vous. Et je trouve qu'aider les jeunes à avoir de la culture et du discernement, ce dont ils ont le plus besoin pour ne pas être manipulés par les fake news via les réseaux sociaux, c'est une mission et c'est être un révolutionnaire que d'y aller et c'est partir vraiment au combat pour eux et avec eux. Contre toute attente, au 21e siècle, certains y ont laissé leur vie pour faire ce métier, pour enseigner des valeurs fondamentales. Vous savez que vous êtes rentré dans cette hypothèse.
Oui, bon, moi je risque, honnêtement, là où je suis, je ne risque rien. À l'intérieur de l'établissement, non, mais... Non, mais je n'ai pas de propos qui pourraient je veux dire, générer cela. Je suis pas dans un environnement qui pourrait... Donc vous acceptez qu'on monte des images religieuses et que le blasphème, vous ne le pratiquez pas, mais vous comprenez que les valeurs de la République puissent... Ah non, mais moi, alors, pour être très clair sur ce sujet, je suis pour le droit d'emmerder Dieu, comme dirait Richard Malka. Bon, écoutez... Que ce soit clair sur ce point. Bon, je n'ai jamais entendu un propos aussi libéral et tolérant que celui-là, mais nous sommes sur Sud Radio, qui est celle du parlant vrai. Harold Comer, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous. Merci à vous, Je rappelle, Foi de prof aux éditions du Rocher, une année dans l'enseignement privé catholique, un document historique à dévorer passionnément. Les vacances de février approchent. Vous en sortirez plus averti, plus intelligent. Vous n'étiez pas bête, chers auditeurs, mais moi je suis sorti plus intelligent que je ne l'étais avant sa lecture. On se retrouve demain et on va laisser la place au sentiment avec Brigitte Lahaye et vous restez sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on est bien sur Sud Radio. Merci.